est-elle invitée au sommet du G7 ouvert ce 13 juin 2024 en Italie? Qu'est-ce qui explique la présence de plusieurs chefs d'État africains aux côtés de Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Justin Trudeau, Rishi Sunak ou encore le japonais Fumio Kishida? Des travaux débutés ce jeudi ont notamment mis l'accent sur le continent africain avec au menu des changements climatique et surtout la fameuse aide publique au développement. Que faut-il attendre justement de la participation des chefs d'État mauritaniens, kenyans, algériens ou encore tunisiens? L'Afrique peut-elle tirer un intérêt de ce sommet ouvert, d'ailleurs je le disais d'entrée, il y a quelques heures seulement du côté de l'Italie? Et puis en deuxième partie, nous reviendrons sur le Niger, plus que jamais favorable à l'installation d'une base militaire russe à part entière sur son sol. Annonce faite par le consul honoraire de la Fédération de Russie en République du Niger, Ado Hiro, qui souligne que le Niger est confronté à de graves défis en matière de sécurité et que la présence d'une base militaire russe contribuera à stabiliser la situation et à protéger les civils du pays contre notamment la menace terroriste. Selon lui, le déploiement de la base militaire russe constitue une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre Niamey et Moscou. L'installation de cette base militaire peut-elle réellement avoir un impact positif dans un avenir proche pour la stabilité du Niger? Élément de réponse à suivre dans un très court instant. Mesdames, messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir à vous et bienvenue sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de cette autre émission du point sur l'actualité sur les antennes de For You Media Africa, édition du 13 juin 2024. Ceci bien sûr aux côtés de nos invités en présentiel sur le plateau, les consultants permanents, mais surtout en direct de la France. Jacques Monumbo, vous êtes avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Nguéné. Merci pour l'invitation. Bonsoir, je salue mes co-débatteurs que je ne veux pas citer les noms. Je vous laisse le soin de les présenter juste après moi. Une salutation chaleureuse à toute l'équipe technique et aussi à tous les abonnés de For You Media qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci encore une fois de plus pour cette belle invitation. Jacques Moudumbo, analyste politique, ingénieur, géologue. Vous êtes présent avec nous dans le cadre de cette émission, tout comme André-Christelle Fanga, journaliste, directeur de publication La Dépêche du Midi, consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous, DP. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, M. Jacques Moudumbo, si je prononce bien le nom, qui est de l'autre côté. Bonsoir à celui que tu vas présenter tout à l'heure. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau, M. Nguéné, parce que venir édifier les Africains sur certains sujets qui sont extrêmement importants, c'est comme si c'est devenu un devoir, et c'est pour ça qu'on parle de convocation et non plus d'invitation, parce qu'aujourd'hui on se sent, n'est-ce pas, plus engagé, n'est-ce pas, on a mis le pied à l'étrier pour justement édifier davantage les Africains sur les sujets extrêmement importants et de prendre une position qui doit nous permettre justement de relever les défis qui sont au-devant de nous, et les sujets que vous avez bien voulu mettre à l'ordre du jour vont davantage, n'est-ce pas, nous édifier sur les défis que doivent relever les Africains tout à l'heure. Bonsoir aux techniciens, bonsoir à toute l'Afrique et bonsoir à tous ceux qui nous regardent de Berthois. For You est suivi à Berthois, je voulais vous rappeler ça. J'ai oublié de le dire hier, à Berthois, For You est suivi, et très suivi même, parce que je suis arrivé à l'université de Berthois et certains enseignants et certains élèves m'ont salué et on m'a demandé de saluer tous ceux qui travaillent d'arrache-pied à For You pour qu'ils puissent nous écouter presque à toutes les émissions. Ils ont commencé à citer les émissions et moi-même j'étais ébahi et j'ai fait la promesse que je devais les saluer dès que je serai sur le plateau. Salut Berthois. Voilà. Merci à vous, André-Christelle Fanka. Merci d'ailleurs à tous nos nombreux téléspectateurs de ce côté, du côté de Berthois, c'est à l'est du Cameroun. Voilà. Aux côtés également de Patient Parfait d'Homme, je rappelle que vous êtes un politique, vous êtes également consultant permanent de cette émission de Point sur l'actualité. Bonsoir à vous, doyen, et bienvenue. Bonsoir, Baudelaire Nguéné, le prince de ma tombe. Bonsoir à mon ami et cher frère, le pasteur Christophe Fanga, l'homme qui a les versets bibliques chevillés au corps. Bonsoir à M. Jacques Monumbo de l'autre côté de la Méditerranée, comme on dit. Merci pour cette invitation. Je n'ai pas oublié nos techniciens, évidemment, et nos nombreux téléspectateurs. Voilà.
Pourquoi l'Afrique est-elle invitée au sommet du G7 ouvert ce 13 juin 2024 du côté de l'Italie? Qu'est-ce qui explique la présence des présidents mauritaniens, algériens, tunisiens ou encore kenyans auprès, bien sûr, de Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Rishi Sunak ou encore le japonais Fumio Kishida, en passant bien sûr par d'autres dirigeants de ce bloc du G7. On pense bien sûr à l'Allemand Olaf Scholz ou encore au Canadien Justin Trudeau. La question, elle se pose ce soir avec acuité, après notamment les premiers travaux axés notamment sur le continent africain. Ce jour même du côté de l'Italie, la fameuse question autour de l'aide européenne à l'Afrique qui a été donc remise clairement sur la table. De toutes les façons, nous plantons tout d'abord le décor avec vous, Siki Ndoumbe, autour notamment de l'agenda de ce sommet du G7, mais surtout de l'intérêt pour le continent africain. L'Afrique au cœur des discussions de la rencontre des dirigeants du G7 qui s'est ouvert ce jeudi 13 juin du côté de l'Italie. Ces derniers se sont dit déterminés à s'attaquer au lourd fardeau de la dette auquel sont confrontés de nombreux pays africains. Selon une étude publiée à la veille de ce sommet, l'aide du G7 et des institutions de l'Union européenne destinée à l'Afrique est à son plus bas niveau depuis 1973. Si ces chiffres sont largement appréciés par un bon nombre d'analystes qui voient d'un mauvais œil l'aide européenne en direction de l'Afrique, l'étude révèle que le montant des paiements au titre du service de la dette des pays en développement dépasse aujourd'hui le total des aides et des investissements qu'ils reçoivent. Les niveaux d'endettement de ces pays ont plus que doublé depuis 2009. À cet effet, outre les membres du G7, dont les États-Unis, le Canada, le Japon, la France, l'Allemagne, l'Italie et les Royaumes-Unis, des représentants d'autres pays et organisations internationales ont été invités à participer à ces travaux. Pour le compte de l'Afrique, l'on note la présence de l'Algérie, le Kenya, la Tunisie et la Mauritanie. Aussi, des pays comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis qui font partie de l'alliance des BRICS ont été invités à ce sommet. Difficile de savoir si ces derniers seront présents à cette rencontre. D'autres dossiers cruciaux pour l'Europe seront également débattus, la situation à Gaza ou encore le conflit russo-ukrainien où l'on annonce un accord bilatéral de sécurité entre les États-Unis et l'Ukraine. L'aide à Kiev à l'issue de cet accord est alors estimée à 50 milliards de dollars. On rappelle d'ailleurs que les travaux ont débuté après la classique photo de famille pour une séance dédiée à l'Afrique, au changement climatique et au développement. Il s'agit bien sûr d'un moment, voire il s'agissait d'un moment clé pour la présidence italienne. Giorgia Meloni, entre autres, a profité justement de l'occasion pour valoriser le plan Mattei et discuter d'initiatives spécifiques en matière de climat, d'environnement et d'énergie, en regardant le continent considéré comme une zone prioritaire pour l'euro et surtout pour l'Italie, avec notamment un partenariat approche, du moins assimilé entre autres au développement durable. Une autre session consacrée bien sûr au continent africain est prévue dans les toutes prochaines heures. Mais d'entrée, Jacques Monumbo, pour vous, qu'est-ce qui pourrait bien expliquer la présence aujourd'hui des présidents mauritaniens? On le rappelle, Mohamed Ould Ghazouani, qui est également président en exercice de l'Union africaine, aux côtés du président kenyan William Ruto, du président tunisien Kais Saïed ou encore du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Pour quel intérêt? Pourquoi l'Afrique, selon toi, est invitée à ce sommet du G7? Merci, M. Nguéné, pour cette première prise de parole. Effectivement, pourquoi l'Afrique est-elle invitée pour ce premier sommet du G7? Tout simplement parce que l'Afrique, en fait, reste le carrefour. C'est-à-dire l'humanité tout entière ne peut pas se passer de l'Afrique. L'Afrique reste le coffre-fort de toutes les richesses naturelles du monde. Et toutes les richesses que vous allez chercher au monde se trouvent en Afrique. Donc, le monde occidental ou encore l'humanité tout entière ne peut pas se passer de l'Afrique. Et vous allez remarquer que les grandes puissances occidentales ont bâti leur bonheur, leur développement, leur prospérité, leur évolution parce qu'ils avaient pillé l'Afrique. Ils avaient organisé des missions macabres telles que l'esclavage, la traite négrière, la colonisation, l'apartheid en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, nous vivons encore le néocolonialisme. Donc on voit très bien que c'est l'ensemble de toutes ces choses-là
qui ont permis au monde occidental d'évoluer, d'être développé et d'être des grandes puissances qui sont aujourd'hui. Donc moi, comme j'aime à le dire, en fait, je me suis toujours dit, le bonheur du monde occidental est bâti sur la misère des peuples africains. Et si l'Afrique était une femme, elle serait la plus belle au monde. Ça, c'est vraiment sûr. Et aujourd'hui, nous remarquons que, mais pourquoi est-ce que le G7 est en train d'inviter l'Afrique? Mais parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'Afrique reste un continent incontournable. Quoi qu'on dise. C'est-à-dire, on peut ne pas aimer les Africains, mais le continent africain, c'est un continent d'avenir. C'est un continent qui est en train de faire aussi le bonheur de d'autres peuples aujourd'hui. Vous voyez, en fait, nous avons connu, par exemple, tous les scénarios que je viens de citer un peu plus haut. Mais aujourd'hui, on voit très bien que depuis quelques années, il y a aussi les peuples asiatiques qui commencent à s'intéresser à l'Afrique, notamment la Chine, l'Inde, la Corée, etc. Donc on voit très bien que c'est tout le monde qui vient en Afrique et il y a une sorte de compétition qui rentre en jeu. Et dans cette compétition qui rentre en jeu, on voit très bien qu'il n'y a que des peuples africains qui souffrent. Parce que les Africains, effectivement, n'ont pas des dirigeants qui sont capables de défendre leurs propres intérêts. Mais pourquoi le G7? Mais déjà, il faut rappeler, on doit essayer de mettre un peu, on doit situer les choses dans un contexte bien précis. Le G7 a été créé en 1975 et c'est une organisation, en fait, qui a été mise en place pour faciliter la coopération, on va dire la coordination entre les pays membres de cette organisation-là pour gérer un certain nombre de problèmes. Et parmi ces problèmes-là, il y avait donc la sécurité, les questions environnementales, la politique économique et le commerce. Vous voyez, sur l'échelle internationale, en fait, en ce qui concerne le monde entier. Et l'Afrique ne fait pas partie des G7. En fait, l'Afrique n'est même pas membre du G7. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, toutes les institutions qui font partie du vieux monde, parce que moi j'appelle ça le vieux monde, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, que ce soit le G7, l'ONU, la Banque mondiale, le FMI, etc., ce sont des institutions qui font partie du vieux monde. Et dans ce vieux monde-là, la voix de l'Afrique ne compte même pas. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez les pays du G7, il y a quoi? Mais nous avons les États-Unis, nous avons l'Allemagne, nous avons le Japon, nous avons l'Italie, nous avons la France et nous avons le Royaume-Uni et avec l'Union européenne. Mais est-ce que ces pays-là qui sont là vont vraiment coopérer de manière franche, de manière sincère, de manière digne avec l'Afrique? Je ne pense pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de déstabiliser l'Afrique, effectivement, nous les connaissons. C'est notamment les États-Unis, la France et voilà le Royaume-Uni. Et donc, je vais peut-être laisser un peu l'Italie ou encore l'Allemagne et tout. Mais nous savons très bien que le monde occidental n'a pas d'intérêt à voir que l'Afrique se développe. C'est-à-dire que pour eux, l'Afrique doit rester dans un état de sous-développement de manière éternelle. Vous voyez? C'est pour ça que Marcus Garvey, dans les années 1914, avait déjà dit cela. Il ne croit pas qu'un seul blanc, qu'un seul occidental puisse écrire l'histoire de l'Afrique avec quelques sympathies. Impossible. Donc, encore moins aujourd'hui, dans leur façon de penser, dans leur logiciel, ils ne peuvent pas aujourd'hui dire que, écoutez, on va collaborer de manière franche avec les Africains pour que les Africains s'émancipent et se développent. Ce n'est pas du tout dans leur logiciel de réflexion. Donc, l'Afrique est invitée aujourd'hui tout simplement parce que, comme je l'ai dit, l'Afrique, c'est le coffre-fort de toutes les richesses naturelles du monde. Et aujourd'hui, nous voyons très bien, rien que l'Afrique centrale, par exemple. Lorsque vous prenez l'Afrique centrale, M. Nguédé, mais cette zone-là, le bassin du Congo, par exemple, représente les 3/4 de toutes les richesses minières du monde entier. Vous voyez? D'ailleurs, c'est même la zone qui avait retardé la fameuse conférence de Berlin. Donc, on comprend très bien que les enjeux sont colossaux, les enjeux sont tellement énormes que les gars ne veulent pas lâcher l'Afrique vraiment s'échapper entre leurs mains. Oui. Les enjeux sont colossaux, les enjeux sont énormes, vous le dites si bien, Jacques Mounoumbou. Mais on a l'impression que ces enjeux le sont pour les autres. Est-ce qu'ils le sont réellement pour l'Afrique? Ou du moins pour les chefs d'État qui prennent part justement à ce sommet? Pour quelle plus-value? Pour quel intérêt? Pourquoi nos chefs d'État y vont, finalement? Mais justement, vous l'avez si bien dit. En fait, les enjeux sont colossaux pour les autres. Lorsque vous regardez les présidents qui sont cités là, vous avez parlé de la Mauritanie, du Kenya, etc., l'Algérie et tout le reste. Mais est-ce qu'ils ont pensé à inviter, par exemple, les présidents de l'AES? Non. Donc, on voit très bien que c'est une démarche de flatterie, c'est une démarche de mise en scène, c'est une démarche qui ne va pas faire les intérêts des Africains. Parce que si cette démarche-là devait faire les intérêts des Africains, ils auraient dû inviter, par exemple, les présidents de l'AES. Mais hop, ces gens-là invitent que des gens avec qui ils sont en bon terme. Ils ne peuvent pas inviter ceux de l'AES. Parce qu'ils savent très bien que ces gens-là, ils sont en train de s'orienter vers une autre idéologie, qui est cette idéologie panafricaniste. C'est-à-dire une idéologie qui consiste à redonner à l'Afrique
sa souveraineté, sa liberté, son affranchissement et son évolution. Vous voyez? Donc, en fait, cette invitation n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Ça ne va jamais aboutir. Et voilà, d'autant plus que parce que tous les présidents qu'on a cités là, ce sont des présidents, effectivement, de mon point de vue, je doute fort qu'ils puissent penser vraiment à la liberté de l'Afrique. Je pense qu'ils sont partis là-bas juste pour aller se pavaner, pour aller un peu s'exhiber et tout. Mais je doute vraiment très fort qu'ils puissent faire les intérêts de l'Afrique. Parce qu'il faut quand même rappeler que ces institutions-là font partie des vieilles institutions. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nouveaux problèmes. Et ces nouveaux problèmes-là doivent être réglés avec les institutions du monde actuel, M. Nguyen. Or, le grand problème du monde occidental, c'est de penser ou de croire toujours que les problèmes du monde actuel doivent être réglés avec les institutions qu'eux, ils avaient déjà mises en place dans les années 75 ou encore après la Deuxième Guerre mondiale. Je fais allusion ici à la Banque mondiale, le FMI, voilà, le G7 par exemple, et l'ONU par exemple. Donc aujourd'hui, on a besoin d'une refonte totale de ces institutions-là, mais même pas une refonte totale. C'est-à-dire les Africains aujourd'hui ont besoin d'un monde nouveau, un monde par exemple du multipolarisme, c'est-à-dire celui des BRICS+, parce qu'on voit très bien que, d'ailleurs, si vous essayez de voir les pays de G7, vous allez remarquer que la Russie n'est même pas là, la Chine n'est même pas là, et même l'Inde n'y est même pas. Vous voyez? Donc on voit très bien que ce sont des pays qui sont censés faire l'allégeance aux Américains qui s'y trouvent. Donc c'est une invitation de mon point de vue qui n'a pas de sens et qui ne va rien apporter à l'Afrique. Voilà. Mais que sont-ils allés faire en Italie, André Christophe Fanga? Que peut-on attendre justement de la participation du président mauritanien, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Ghazouani, du président kenyan William Ruto, du président algérien Abdelmadjid Tebboune ou encore tunisien Kais Saied, aux côtés des dirigeants du G7, Emmanuel Macron de la France, Giorgia Meloni d'Italie, Justin Trudeau de Canada, Olaf Scholz de l'Allemagne, et bien sûr le chef de la diplomatie américaine qui est là pour les États-Unis, Fumio Kishida, premier ministre japonais qui prend également part. Quelle est la plus-value que nos dirigeants peuvent tirer de cette rencontre du côté de l'Italie? Alors, je voudrais dire une chose qui m'est venue à l'esprit comme ça. C'est comme s'il y a plusieurs Afriques. Plusieurs Afriques qui, chacun essaye de tirer son destin ou bien d'essayer de faire rayonner son destin à part de son côté, sans tenir compte des autres, sans tenir compte des réalités, n'est-ce pas, des autres Africains. Parce que quand nous regardons les ajustements, n'est-ce pas, de certains chefs d'État africains, c'est comme si eux, ils n'ont pas de problème avec l'Occident. C'est comme si la gouvernance, n'est-ce pas, du G5 Sahel, du G7, n'est-ce pas, est une gouvernance vraiment plaisante où ça fait beau vivre et ça ne cause pas de dommages aux Africains. Parce que quand vous citez des noms, et ces noms précis, c'est-à-dire des chefs d'État africains qui sont allés, et quand vous citez de ceux dont ils vont échanger, vous comprenez que c'est comme si tous sont moulés dans le même moule. Ils vont bien s'entendre. Je me pose la question un peu pour M. Ruto. Nous avons... Ouais, allez-y pour le président Ruto. Le président Ruto. Bon, on sait quand même qu'il y a quand même un élan d'émancipation de ce côté-là, mais ça ne décolle pas de ce côté-là. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, il faut véritablement que l'Afrique essaie de parler d'une même voix. Nous avons le président Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine. Mais vous savez pourquoi... Sa participation à elle seule est synonyme de cette voix unique, ou du moins portée par le continent africain auprès justement des dirigeants du G7. Nous avons vu à chaque fois qu'un président en exercice de l'Union africaine a été à la tête, n'est-ce pas, un président africain, il a toujours plus travaillé pour l'Occident que pour l'Afrique. Vous vous rappelez du dernier cas du blé qu'on devait justement envoyer en Afrique pour les Africains, parce que le président de la commission, président en exercice, n'est-ce pas, de l'Union africaine, à ce moment-là, est allé plaider en Russie pour qu'il y ait une possibilité, n'est-ce pas, de faire venir du blé. Mais nous savons tous où le blé est parti. Vous voyez que tous les présidents, n'est-ce pas, en exercice,
ne sont pas là parce que c'est pour le bien de l'Afrique ou bien pour porter la voix de l'Afrique, pour porter les intérêts de l'Afrique. Et c'est pour ça que nous savons tous que les institutions comme celle-là sont à dissoudre, de créer véritablement, n'est-ce pas, une vraie union africaine ou bien une vraie unité politique africaine. Et je crois que le doyen Parfendom va se sentir encore très à l'aise, n'est-ce pas, dans ce domaine-là, pour demander encore davantage que l'unité politique de notre continent puisse être mise en place. Parce qu'en allant en rang dispersé, nous allons toujours nous retrouver avec ce genre d'Afrique que j'essaye de voir, qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire une Afrique peut-être du Nord, qui a déjà ses intérêts, qui est déjà un peu développée et qui a ses partenaires, n'est-ce pas, occidentaux et qui ne veut pas les lâcher. On a une Afrique peut-être centrale ou bien ouest-africaine qui est encore à la traîne, qui a trop de difficultés, qui a subi, n'est-ce pas, le marasme, n'est-ce pas, de la colonisation, de la néocolonisation, qui a subi, n'est-ce pas, les attaques outrancières, n'est-ce pas, du capitalisme néolibéral, qui a presque mis cette Afrique-là, quand je parle de l'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, et peut-être même encore l'Afrique australe. Vous voyez un peu que ces gens-là, on a subi véritablement une imposition, n'est-ce pas, de la loi martiale de ces colons-là. Aujourd'hui, qu'on essaye de se relever, on essaye de relever la tête, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, l'Afrique centrale, on essaye de montrer la voie d'une nouvelle Afrique qui doit prendre des décisions en se séparant, en brisant le lien, n'est-ce pas, cette épée de Damoclès qui a longtemps pesé, n'est-ce pas, sur nous, pour nous appuyer, pour nous empêcher de nous développer ou bien d'être des véritables États parce que nous sommes encore des micro-États qui ne valent pas grand-chose chacun. Parce que si on va en micro-État, et c'est ça la force de la puissance machiavélique. La puissance machiavélique, c'est diviser pour mieux régner. Et c'est ça le G7. C'est ça le G7. C'est-à-dire créer des divisions, créer, n'est-ce pas, les possibilités pour que vous ne partez pas d'une même voie, pour que vous ne créez pas cette force, n'est-ce pas, cette vraie unité africaine pour aller poser les vrais problèmes des Africains, pour dire que, ok, vous voulez échanger avec nous, vous voulez qu'on soit dans vos conférences, vous voulez qu'on soit toujours dans vos colloques, dans vos séminaires, dans vos affaires, alors voici sur quoi nous devons tabler. Parce que c'est incompréhensible et impensable que l'Afrique aujourd'hui parte encore à ces sommets sans la position de l'Afrique. Parce que ce que les autres vont faire, c'est chacun qui apporte la solution, va demander pour son pays, peut-être pour sa sous-région. En fait, quelques États qui s'entendent et disent, bon, ok, nous allons poser tel problème. Alors que le problème africain aujourd'hui, il est presque global. C'est que nous ne sommes pas véritablement des États souverains. Nous sommes trop dispersés. Nous sommes trop individualistes. Il nous faut véritablement parler d'une même voix pour faire face, n'est-ce pas, à ces géants, à ces hommes, n'est-ce pas, qui nous ont longtemps colonisés et qui ne veulent pas l'industrialisation, qui ne veulent pas le développement de l'Afrique, qui ne veulent pas véritablement la souveraineté de l'Afrique. Donc, ça ne sert à rien d'aller à ce sommet-là quand on va dans un marché de dupes, sachant qu'il n'y a pas véritablement de coopération entre le G7 et l'Afrique et certains pays de l'Afrique. Voilà. Mais il y a pourtant ces sujets qui ont été abordés ce jour même, passé en Parfendom, lors de cette session, du moins lors de cette séance dédiée à l'Afrique, des questions liées bien sûr au changement climatique, au développement du continent africain, entre autres. Et Georgia Meloni saisit également cette occasion pour implémenter son fameux plan Mattei, qui vise notamment à discuter des initiatives spécifiques en matière de climat, d'environnement ou encore d'énergie. Elle se dit consciente d'ailleurs que le continent africain soit aujourd'hui une zone prioritaire pour l'Europe, mais également pour l'Italie, de façon particulière. Alors, êtes-vous également de ceux qui pensent que ces chefs d'État africains sont allés pour une simple balade, ou alors on devrait capitaliser sur leur présence du côté de l'Italie pour peut-être soumettre enfin un agenda commun propre à l'Afrique? Bon, premièrement, je crois que ça ne nous échappe pas que ce n'est pas la première fois que ces fameux sommets
du G7 se réunit et invite les dirigeants africains. Vous avez vu l'une des photos que vous nous avez montrées, Yaya Boni qui était président de Bénin, le président de l'organisation de l'État africain, je ne sais pas à cette époque-là, qui était invité. Donc ça fait partie, n'est-ce pas, de ces rituels de la part de cette organisation de temps en temps d'inviter les chefs d'État africains. Mais le casting n'est pas non plus fait au hasard. Vous avez vu, on a invité le Mauritanien parce qu'il est le président en exercice de l'Union africaine. On invite William Ruto. N'oubliez pas que les Américains font comment dire ça, la cour au Kenya pour pouvoir envoyer des policiers au niveau de Haïti. On invite l'Algérie. N'oubliez pas que l'Algérie va déboucher d'un grand oléoduc, n'est-ce pas, gazoduc, qui devra servir, n'est-ce pas, et de pétrole de gaz au niveau de la Méditerranée en direction de Transsahelien. Pour le Bénin, pour le Niger du Nigeria pour l'Algérie en traversant le Niger. Et puis même le pétrole qui partira du Niger aussi pour l'Algérie, pour être vendu au niveau de la Méditerranée, donc pour les Occidentaux, c'est très important pour eux. J'ai oublié je crois qu'au niveau de l'Afrique, voilà les principaux. Le président tunisien Kais Saïed. On imagine que c'est pour des questions migratoires. Parce que Mme Meloni en a parlé d'ailleurs plusieurs fois qu'il faut intégrer, n'est-ce pas, le point de vue de l'Afrique dans cette question migratoire, et la Tunisie est l'un des partenaires privilégiés dans la recherche de solutions de cette affaire. Donc c'est pas un casting qui est fait au hasard? Non, le casting n'est pas fait au hasard. On n'a pas pris des gens pour pouvoir les prendre. On prend des gens qui sont bien dans les États, occupent une fonction importante au niveau de notre organisation continentale, ou bien alors qui jouent un rôle sur le plan économique extrêmement important dans les relations qu'ils espèrent avoir avec l'Afrique dans le cadre de l'exploitation de nos ressources. Donc il n'y a rien qui soit au hasard dans cette perception-là. Mais en même temps on peut continuer à émettre des critiques vis-à-vis de cette diplomatie, de cette stratégie occidentale. De l'autre côté, on peut aussi se retourner vers nous et nous poser la question, c'est pas nouveau, ils l'ont toujours fait. Mais nous, en retour, qu'est-ce que nous faisons? Parce que c'est ça le problème. Qu'est-ce que nous faisons? Les autres vont nous inviter tout le temps à leur sommet où ils ont préparé leur agenda, ils ont préparé leur plan bien précis, ils ont préparé la stratégie, comment ils vont aborder, soit de manière régionale, soit de manière individuelle, la plupart de nos États avec, n'est-ce pas, des propositions qu'ils vont mettre sur la table. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il n'y a pas que le G7 qui nous invite, il y a les Coréens qui nous invitent, il y a les Japonais qui nous invitent, il y a les Turcs qui nous invitent, tout le monde invite l'Afrique. Et l'Afrique, elle fait quoi? L'Afrique, elle fait quoi? C'est ça la question centrale que nous devons mettre sur la table. Maintenant, il n'est pas question pour le G7 d'inviter ces pays africains à intégrer ce regroupement. C'est impossible parce qu'ils se considèrent comme les 7 économies les plus puissantes du monde, même si aujourd'hui on sait pertinemment que le nouveau classement des économies compétitives met en brèche cette prétendue réalité de l'économie mondiale. C'est tout simplement un club qui défend les intérêts occidentaux sur la place internationale. Et effectivement, nous sommes à une époque où le monde multipolaire, à travers les BRICS, est en train de prendre aussi de l'ampleur. Donc, il faut essayer de contrebalancer cette influence des BRICS au niveau du continent africain, d'autant plus qu'ils nous l'ont dit, l'Afrique est leur avenir. Donc, nous sommes là, toujours dans ce combat. Oui. Intérêts occidentaux contrebalancer, entre autres, l'influence des BRICS, mais les intérêts des Africains dans tout ça, patient parfait. Mais ce n'est pas leur problème. Vous ne pouvez pas leur en vouloir. C'est à vous de créer ce processus dynamique, organique, pour que vous soyez capable, de protéger vos intérêts, deuxièmement, n'est-ce pas, de tout faire pour que ce ne soit plus un lupanar où chacun vient se servir. Donc, cette récurrence de condamner les autres qui s'organisent, qui ont pris conscience des enjeux sur le plan planétaire, et de ne pas nous remettre en cause nous-mêmes. Je dis que ce n'est pas la première fois que le G7 Sahel invite des chefs d'État africains
le G7, excusez-moi. L'un est le père de l'autre, de toute façon. Ce n'est pas la première fois que ce G7 invite des chefs d'État africains. Ils l'ont toujours fait. Et l'Afrique est là comme ça, comme des spectateurs qui assistent, n'est-ce pas, à un match, ou bien, je ne sais pas, et ils regardent. Aucune initiative, aucune construction, aucune architecture ne se met en place pour qu'enfin l'Afrique puisse aussi inviter de temps en temps le monde pour discuter avec ces pays du monde en posant justement les conditions, j'allais dire, que les vœux de l'Afrique dans le sens d'une coopération qui ira dans le sens du renforcement des capacités économiques et infrastructurelles de l'Afrique pour rattraper le gap qui les sépare de ces États-là. Vous avez vu que un pays comme la Russie est parti dans la 11e position sur le plan économique, à la 4e position. Vous avez la Chine qui est la première puissance économique du monde. Ils ne sont pas invités à cette fameuse réunion parce que, vous avez cité l'Inde aussi, parce que là, il faut protéger les intérêts occidentaux. C'est ça l'enjeu central. Donc chacun va faire sa cour, chacun va faire son petit baratin, et les Africains, comme des petites belles de nuit, vont continuer à croire qu'ils vont demeurer éternellement belles jusqu'au jour où on risque de faire l'Afrique sans les Africains. Mais pour cette édition 2024, Pasteur Parfait d'Homme, ces dirigeants du G7 se montrent déterminés aujourd'hui à s'attaquer au lourd fardeau de la dette à laquelle d'ailleurs sont confrontés de nombreux pays africains, selon une étude publiée à la veille d'ailleurs du sommet. L'aide du G7, entre autres, et des institutions de l'Union européenne destinées à l'Afrique est à son plus bas niveau depuis 1973. Si ces chiffres aujourd'hui sont largement appréciés par un bon nombre d'analystes qui voient de mauvais yeux, entre autres, l'aide européenne en direction de l'Afrique, l'étude révèle que les montants des paiements au titre de service de la dette des pays en développement dépassent aujourd'hui, bien sûr, le total des aides et des investissements qu'ils reçoivent. Mais là, il y a tout de même cette promesse qui est faite, celle de s'attaquer à ce qu'ils présentent aujourd'hui comme le lourd fardeau de la dette, à laquelle sont confrontés d'ailleurs plusieurs pays africains. Baudelaire Guéné, excusez-moi, c'est de l'ordre de ce que j'appelle du bavardage. Parce que si vous revenez en arrière, sommet du G7 par sommet du G7, et vous voyez les promesses qui ont été faites au continent africain, vous allez bien vous rendre compte que nous sommes là en plein dans ce que j'appelle du bavardage. Il faut quand même tenter de démontrer que le présent sommet produira quelque chose d'exceptionnel par rapport au sommet passé. Mais c'est la même rengaine, c'est les mêmes promesses fallacieuses qui n'auront jamais de lendemain en ce qui concerne notre continent. Eux, ils ont pour vocation, à partir de leur idéologie capitaliste, de continuer à creuser le fossé, l'écart entre eux qui sont les happy few et qui pensaient dominer éternellement le monde sur le plan économique, et nous qui ont relégués à la périphérie, donc nous sommes comme leur champ d'exploitation, leur mine, n'est-ce pas, de pillage à l'infini. C'est ça le dogme occidental concernant comment le monde doit fonctionner. Malheureusement pour eux, il y a un caillou dans leurs chaussures. Ce sont les BRICS. Donc on a développé de nouveaux rapports, de nouveaux partenaires qui font que aujourd'hui, les G7 et le monde occidental capitaliste voient très bien qu'il y a un violent orage qui est en train de se préciser à l'horizon. Et ils ne savent pas ce qui risque de se passer si une prise de conscience de notre continent est effective et va dans le sens, justement, de coopérer avec des États qui sont d'accord avec des relations gagnant-gagnant. Et à partir de ce monde-là, je peux vous assurer que la dégringolade, n'est-ce pas, de ces différents États sera continue. Mais un pays comme l'Italie, avec sa compagnie d'exploitation de pétrole, vous voyez comment ils font feu de bois pour rattraper Total. Même entre eux, c'est pas des bisous, hein. La compagnie italienne, elle est présente en Libye, elle est présente de plus en plus aussi au Nigeria, elle tente d'avoir des parts même dans l'exploitation du pétrole sénégalo-mauritanien. Chacun essaie, l'Afrique est un marché, chacun vient faire son marché. Mais maintenant, ces gens-là, dans leur perfidie, tentent à dire à l'Afrique, attention, on ne
vous a pas tourné le dos. Oui. Vous avez vos nouveaux partenaires qui ne vous racontent pas des balivernes. Nous serons toujours prêts à vos côtés. D'ailleurs, nous voulons faire ci, nous voulons faire ça, nous voulons... mais tout ça, quand souvent j'écoute les experts économiques africains déblatérer sur ces chiffres, sur ces pourcentages, sur ces machins, tout, je dis, mais vraiment, je vous prenez les Africains pour qui? C'est du bavardage. Tout ça, comme disait quelqu'un en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Il faut, fondamentalement dans leur ADN, il faut que l'Afrique reste la périphérie, le lieu d'exploitation par excellence, qu'ils se glosent en continuant de dire chaque jour, à y compte 1%, 2% dans les échanges commerciaux dans le monde, etc., etc. Ils ne sont pas assez éduqués. Écoutez, ils ont des problèmes structurels en ce qui concerne leur éducation, leur santé, les infrastructures, machin, dont nous aurons l'obligation de continuer à les aider. Et vous savez très bien ce que c'est l'aide. Arrêtez, c'est une autre manière de nous imposer un impôt esclavagiste et colonial qui ne dit pas son nom. Donc, je crois que c'est aux Africains. Vraiment, il faut que quand on fait des débats pareils, c'est bien de fustiger leur attitude. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Comme on dit chez moi au quartier, c'est leur souvent. C'est dans leur ADN, ils ne changeront jamais. C'est comme ça. Et c'est ça qui a fait leur force. En ayant ce double langage. Une chose, on vous promet ceci, mais l'autre chose, c'est en réalité vous mettre complètement à terre pour que vous ne soyez incapable de revendiquer ce qui vous revient de droit. Ça, aux Africains, aujourd'hui, nous sommes en plein 21e siècle. Ça fait plus de... le combat médiatique, ça fait plus de 14 ans que nous le menons. Politique, alors là, j'en compte pas. Qu'est-ce que les Africains, les plus conscients, les plus consciencieux, les plus ambitieux pour notre peuple et pour notre continent n'ont pas encore écrit, n'ont pas encore dit. Ils ont tout dit. C'est à nos dirigeants aujourd'hui de prendre la mesure de cette responsabilité-là et de créer un cadre dans lequel l'Afrique de plus en plus va compter. Et cela demande à la tête de nos États, une fois de plus, des dirigeants qui sont à la hauteur des enjeux, donc de véritables patriotes, prêts à mourir pour la défense des intérêts de leur peuple et de leur continent, et de véritables patriotes qui vont comprendre la nécessité de l'organisation et de l'union pour que cette défense-là soit la plus efficiente possible. Voilà l'enjeu majeur. Bon, le reste, on va aller inaugurer les chrysanthèmes, se faire bon avec des belles vestes et belles cravates, comme mon ami Fanga nous a l'habitude de nous en... Hein, c'est tout. Le reste, il n'y a rien d'extrêmement important, sauf que, bon, peut-être écouter une fois de plus des mensonges qui viendront du camp occidental de la part de ceux qui iront les écouter. Comment prendre la pleine mesure, justement, des responsabilités qui sont les siennes, entre autres, Jacques Mounumbo, au regard du contexte? Nos chefs d'État y sont déjà. On fait comment pour capitaliser sur leur présence du côté de l'Italie? Monsieur Nguéné, je vous l'ai dit lorsque j'ai pris la parole, je vous ai dit que les présidents africains qui sont allés là-bas, ils sont allés pour s'exhiber, tout simplement. Cette invitation est un coup d'épée dans l'eau, d'autant plus que vous allez remarquer que les pays de G7, ce sont des pays qui ne pensent même pas dans leur façon de réfléchir que l'Afrique puisse s'émanciper pour que l'Afrique puisse se libérer. Impossible. D'autant plus que vous avez les États-Unis qui sont dedans, vous avez la France, vous avez le Royaume-Uni, le Royaume-Uni. Et vous avez aussi l'Allemagne, etc. Donc en fait, c'est des pays occidentaux qui ne veulent même pas que l'Afrique se libère. C'est même pas dans leur logiciel de réflexion. Mais c'est à nous maintenant de penser ce que nous devons faire avec notre continent. C'est ça le vrai problème. Le doyen parfait dont on venait de le dire tout à l'heure. En fait, c'est même pas le premier sommet que le G7 a organisé depuis son existence. Des sommets, il y en a eu, mais est-ce que ces sommets-là ont favorisé au moins le développement de l'Afrique? Pas du tout. Mais parce qu'aujourd'hui, j'aurais été blanc, j'aurais fait la même chose. J'aurais été français, j'aurais travaillé pour les intérêts de la France. J'aurais été italien, j'aurais travaillé pour les intérêts des Italiens. J'aurais été américain, j'aurais travaillé pour les intérêts des Américains. Mais il n'y a que les Africains qui ne veulent pas travailler pour les intérêts de leur pays. C'est impressionnant. Tout à l'heure, vous avez dit, vous allez remarquer que le G7, mais le G7 est une organisation qui a été créée en 1975. Donc, c'était les puissances économiques mondiales. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2024. Lorsque vous suivez très bien le classement de la Banque mondiale, les top 5 des grandes puissances économiques, mais vous avez quoi? En tête, vous avez d'abord la Chine, vous avez les États-Unis en deuxième position, en troisième position, vous avez l'Inde, en quatrième, vous avez la Russie, et en dernière position, vous avez le Japon. Donc, vous voyez très bien que déjà,
ça vient changer un peu les choses. C'est-à-dire, ça montre à suffisance que le monde, les choses sont en train de bouger et les choses changent. Pourquoi? Parce que vous avez 3 pays des BRICS qui ne sont même pas dans le G7. Donc le G7 fait effectivement partie du vieux monde. Voilà pourquoi je disais tantôt, en fait, pour ceux qui savent lire les questions des relations internationales, ils vont vous dire que aujourd'hui nous sommes confrontés à 2 mondes différents. Le vieux monde qui est incarné par l'hégémonie occidentale, qui devient aujourd'hui un monde imaginaire, qui est incapable de résoudre les problèmes du monde actuel, parce que tout simplement le lion a perdu ses dents, mais il ne veut pas accepter et il continue à imposer ses lois. Et nous avons aujourd'hui un monde tout à fait nouveau, réel, mais qui veut résoudre les problèmes du monde actuel. Par exemple, le monde de la multipolarité des BRICS+. Vous voyez très bien? Et donc aujourd'hui, il est illusoire de penser que les Occidentaux, avec leurs vieilles institutions, notamment le FMI, la Banque mondiale, l'ONU ou encore le G7, qui vont arriver à résoudre les problèmes du monde actuel. Impossible. Déjà, vous allez voir sur leur sommet, là, il y a plusieurs thématiques qui sont au menu, mais je vais en prendre peut-être 2. Vous avez le dérèglement climatique. Il parle aussi d'aide financière au niveau de l'Afrique et tout le reste. Mais en ce qui concerne le dérèglement climatique, c'est que mais l'Afrique n'a rien à voir avec ce genre de concept, puisque ce sont eux-mêmes, les pays occidentaux qui sont industrialisés, qui polluent l'air un peu partout. L'Afrique n'a pas d'industrie. Donc l'Afrique, en réalité, n'est pas coupable en ce qui concerne cette thématique-là. Ça, c'est un. Bon, vous venez en ce qui concerne les aides. Mais depuis qu'ils ont commencé à injecter des sous en Afrique, ils nous ont donné des aides. Encore moins aujourd'hui, ils parlent toujours des aides. Mais ils ne disent pas ce qu'on leur donne en contrepartie. Voilà encore leur perfidie, leur mauvaise foi et je vais dire quoi, leur mégalomanie en fait. C'est-à-dire cette façon de vouloir toujours dénigrer les autres, cette folie de grandeur qu'incarne le monde occidental. Ils parlent des aides, c'est bien beau. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'ils reçoivent des pays africains? C'est certainement le diamant, le pétrole, l'or, etc. Le deuxième partenaire venait de soulever un point très important en ce qui concerne l'Italie. Moi, je suis du Congo-Brazzaville et j'ai eu la chance d'avoir étudié, faire mon cursus universitaire en Italie. Mais l'Italie ne vit que par non seulement le côté tourisme, mais il y a une société pétrolière italienne qu'on appelle Eni qui alimente l'économie du pays. Et ce que Eni fait au Congo-Brazzaville, notamment dans ma ville natale de Pointe-Noire, vous n'avez pas d'idée. Parce que Eni est là, c'est Eni qui prend tout le pétrole du Congo-Brazzaville qui se trouve en offshore, là-bas, en eau profonde. Et la quantité qu'Eni récupère là-bas, l'État congolais ne connaît même. Vous voyez? Donc on voit très bien que ces gens-là ne font que faire leurs intérêts. Mais c'est à nous de comprendre. Et nous ne devons pas oublier que tant que nous allons rester dans cette configuration africaine, c'est-à-dire avec l'héritage que les colons nous ont laissé, c'est-à-dire la configuration des États-nations, on ne va jamais avancer. Parce qu'en fait, cette configuration-là n'est pas viable. On ne peut pas parler d'une seule voix, vous voyez? Mais si aujourd'hui on essaie un peu de faire des intégrations, c'est-à-dire on essaie de fédérer nos forces, on essaie de faire ne serait-ce que même des fédérations sous-régionales. Aujourd'hui, on peut fédérer l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. On verra très bien qu'avec le temps, on peut constituer une force. Il faudrait que nous ayons cette volonté, nous cultivons cette volonté de pouvoir former une force. C'est ça en fait le problème, la puissance. Aujourd'hui, on est faible, voilà pourquoi les autres nous convoquent à n'importe quel moment. Donc je me dis que toutes ces vieilles institutions-là ne peuvent pas régler les problèmes du monde actuel. C'est caduc, c'est démodé. Aujourd'hui, les Africains ont besoin de régler les problèmes eux-mêmes. Mais pour régler ces problèmes-là, il est important que nous nous mettions ensemble. Parce que même les BRICS aujourd'hui, c'est un monde quand même que tout le monde apprécie, parce que ceux qui font partie des BRICS prônent la multipolarité et tout le reste. Mais on ne va pas non plus aller adhérer aux BRICS en rond dispersé. Ça ne va pas faire beau. Parce que, admettons qu'aujourd'hui, c'est le Cameroun qui va à sa façon. Aujourd'hui, c'est le Congo-Brazzaville. Demain, c'est le Tchad. Après-demain, c'est le Niger et tout le reste. Mais ça n'a pas de sens. Alors que vous avez la Chine qui est un grand pays, avec au moins 1,4 milliard d'habitants, avec une superficie énorme. La Russie, la même chose, vous voyez? Donc, en fait, c'est des poids lourds qui sont en train d'être présents dans cette organisation-là. Mais il faudrait que l'Afrique aussi puisse parler d'une seule voix. Donc, il est impératif, il est plus qu'impératif aujourd'hui qu'on essaie vraiment de comprendre qu'un seul doigt ne peut pas laver tout le visage. C'est en se mettant ensemble, ce n'est que par cette façon-là qu'on va essayer de résoudre nos problèmes. Et parmi les problèmes que nous avons intérêt à résoudre au plus vite, mais c'est d'abord des problèmes sécuritaires. Et lorsqu'on parle de la sécurité, il n'y a pas que la sécurité militaire, mais il y a aussi la sécurité économique, c'est-à-dire sortir du franc CFA. Parce qu'aujourd'hui, si on veut aller adhérer aux BRICS, mais je ne pense pas que les BRICS vont nous accepter au moment où nous utilisons le franc CFA.
Donc voilà un certain nombre de problèmes que nous devons régler. Mais pour régler ces problèmes-là, il va falloir que nous nous mettions ensemble. C'est pourquoi chaque jour, toutes les fois que nous aurons la possibilité de parler sur ce beau plateau de Forum Média, il va falloir qu'on rappelle quand même aux dirigeants africains éclairés qu'il est important, c'est même une urgence, de penser vraiment au fédéralisme africain. Et pour y arriver, il va falloir que nous puissions cultiver d'abord cette conscience panafricaine. C'est ce que nous faisons chaque jour sur Forum Média. Et je crois qu'avec le temps, en ce moment-là, l'Afrique va rayonner partout dans le monde. Merci à vous, Jacques Monumbo. Mais comment capitaliser sur la présence de nos chefs d'État africains en Italie, présents d'ailleurs à l'occasion de ce sommet du G7 ouvert ce jeudi 13 juin 2024. Peut-être avant de revenir vers vous, messieurs, sur le plateau, un tour au standard avec notamment les premiers appelants de ce soir. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, cher Ngele. Allô, est-ce que vous nous recevez? Et bonsoir. Oui, bonsoir, Forum Média. Bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment? Bonsoir. C'est Christophe depuis le Togo. Et je salue le plateau, notamment Dr Fanga, le pasteur Fanga, et comment on fait, Parfait Ndom, et Jacques Ozoum. Pasteur Fanga, tu nous as beaucoup manqué, hein? Parce qu'on est avec Parfait Ndom tout le temps, et franchement, l'équipe est au complet ce soir, et ça nous fait plaisir de te revoir. Et parlant franchement de l'Afrique, c'est énervant. C'est énervant. Parce que c'est des choses qui frustrent, où la géopolitique nous a ouvert les yeux à travers les BRICS. S'il peut s'allier aux voleurs, si tu es sérieux, tu veux travailler pour ton pays. Tu peux t'allier à ce groupe de bandits, de quoi? Honnêtement, si on veut suivre le classement, ça ne respecte pas. S'il faut suivre selon la de groupes puissants économiquement développés. Ce n'est pas ça. On sait que d'autres, certains n'ont pas leur place. Mais comme c'est une bande de voleurs, c'est un qui volait l'argent de la Russie. Alors, difficile justement de vous avoir, je ne sais pas, vous pouvez toujours revenir, les codes d'accès sont affichés, Christophe, le retour n'est pas bon hein, à notre niveau et certainement également pour tous ceux qui nous suivent à l'instant. Alors, on va essayer de prendre quelqu'un d'autre avec le concours de la réalisation. Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir à vous et bienvenue. Allô, est-ce que vous êtes là? Bonsoir à vous et bienvenue. Alors, on fait quoi? Je pense qu'on va provisoirement revenir avant d'aller au standard. Ceci aux côtés notamment de nos téléspectateurs. Mais tout d'abord sur le plateau, André Kisselfanga, puisqu'ils y sont, on fait quoi? On continue à s'apitoyer sur notre sort en se disant oui voilà, nous n'avons pas ces dirigeants qui peuvent justement parler d'une même voix sur la scène internationale, porter un agenda commun. Ou alors, est-ce qu'il n'est pas est-ce que ce n'est pas l'occasion, enfin, peut-être, de capitaliser sur leur présence du côté de l'Italie? Si oui, comment? Si vous invitez les chiens battus, vous vous attendez à quel résultat? S'ils avaient invité les gens qui sont capables de prendre la parole et de dire ce qu'il faut dire, on devait justement encourager et dire que, OK, on a notre place et on peut s'exprimer librement. Mais vous comprenez qu'on a invité des présidents qui ont des intérêts, que leur pays, leur État ont des intérêts là-bas, avec l'Occident. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec... vous allez retrouver, que ce soit la Tunisie, c'est les questions d'immigration, les autres, il y a le gazoduc qui doit traverser, le Nigeria jusqu'en Algérie. Donc, vous voyez qu'il y a tous ces problèmes-là qui concernent l'Europe. Et quand on invite le président de l'Union africaine, et où on va parler, n'est-ce pas, du réchauffement climatique et tout ça, mais c'est pour dire aux Africains, bon, ne levez pas la tête, hein, voilà, on va vous accorder quelques intérêts, quelques choses là, mais nous on va continuer à piller, on va continuer à polluer, n'est-ce pas, la planète, et vous restez tranquille, parce que si simplement, il faut parler
du changement climatique. Est-ce que l'Afrique est concernée par le changement climatique? L'Afrique subit les effets du changement climatique. On nous envoie la brocante tous les jours. Les puces n'étaient pas en France, on nous envoie la brocante tous les jours, n'est-ce pas? Même les entraîneurs brocantes, on nous envoie toutes les brocantes du monde, on nous envoie tous les déchets du monde. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire où on a envoyé des déchets qui ont été enterrés quelque part donc il y a toujours l'Afrique c'est le dépotoir. Il faut davantage nous envoyer des choses qui ne correspondent pas à notre vécu, à notre quotidien, à notre économie, qui ne sont pas adaptés à notre style de vie. C'est ce qu'on nous envoie. Donc, ne soyez pas, on ne peut pas être optimiste, n'est-ce pas, en voyant, n'est-ce pas, ceux qui sont allés là-bas pour le compte de l'Afrique. Non, ils ne sont pas allés là-bas au compte de l'Afrique, ils sont allés au compte de leurs intérêts, au compte de leurs États qui ont des intérêts, n'est-ce pas, en Occident. Parce que s'il faut parler de la dette, parlons un peu du pillage, n'est-ce pas, de la France. Parlons du pillage des États-Unis. Parlons du pillage de l'Allemagne. Parlons du pillage du Royaume-Uni dans les pays africains. D'ailleurs, notre frère Monobo vient de parler de Eni, de la société pétrolière italienne qui exploite, n'est-ce pas, le pétrole chez eux au Congo-Brazza. Donc, vous voyez qu'il y a un pillage systématique de l'Afrique. Je vous ai dit que je suis au ressortissant de l'Est Cameroun. C'est vraiment déplorable pour nous. Parce que quand on regarde la quantité de bois qui sort, qui est exploité à l'Est Cameroun, et que dans les salles de classe, il n'y a même pas les tables bancs. Les enfants fréquentent à même le sol. Il n'y a pas de tableau. Mais on exploite le bois. Ça, c'est seulement l'exploitation de bois. On ne parle pas de l'exploitation de l'or. On ne parle pas de l'exploitation du diamant, des autres minéraux. Et c'est un peu partout comme ça en Afrique. Et quelles sont les sociétés qui exploitent? C'est les sociétés françaises. C'est les sociétés italiennes. C'est eux qui exploitent. C'est eux qui sont en train de piller notre continent. Donc, vous voyez que s'il fallait véritablement que l'Afrique, n'est-ce pas, aille à ce sommet, il fallait inviter les gens qui vont parler véritablement des problèmes de l'Afrique. Parce que si on invite un président comme Assimi Goïta, un président comme Ibrahim Traoré, on invite Tiani, on invite des gens qui défendent véritablement les intérêts de l'Afrique aujourd'hui, de ce nouveau africain, alors on peut s'attendre à ce que on peut. D'ailleurs, vous vous rappelez Thomas Sankara au dernier sommet de l'Union africaine, où il avait participé, où il avait dit, vous parlez de la dette, oui. Est-ce qu'on les doit quelque chose? Vous parlez de coopération, vous parlez de ceci, mais il avait dit une chose. Il avait dit une chose. Comme je participe là, avec tout ce que j'ai dit là, je ne suis pas sûr d'être là au prochain sommet. Et le prochain sommet, il n'était pas présent parce qu'il avait été assassiné les années qui suivaient. Donc, pour simplement dire que l'Afrique ne gagne rien en allant dans ces sommets-là qui n'apportent rien. Quand même, quand vous invitez les chiens battus, je reprends ça. Vous vous attendez à quoi? Merci à vous, André Christophe Fanga. Au standard, un autre appelant nous rejoint à l'instant. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, bonsoir le grand pasteur panafricain, papa doyen. Je voulais saluer tout le monde et saluer ceux qui sont au Zoom. Donc, vous voyez, ils ont invité des gens. On n'a pas de quelqu'un qui peut nous représenter parce que on a des gens comme Alassane Ouattara au pouvoir. On a des gens comme Patrice Talon. On a des gens comme le nouveau président, celui qui a été élu par Dieu même en haut, le président du Sénégal. On a des gens comme Umbalo. On a des gens comme Umbalo. Comment l'Afrique peut représenter? This is not right, you know. So, s'ils avaient invité le pasteur même, ils n'ont pas invité même le pasteur là-bas. Ils vont entendre ce qu'eux-mêmes ils n'ont jamais entendu. Nous ne parlons même pas des présidents. Ils n'ont qu'à inviter même le pasteur là-bas. Pasteur Fanga, il n'a qu'à les inviter là-bas. Le monde entier va trembler. Le monde entier va trembler. Parce que la vérité qui va sortir là, c'est ça. C'est ça. L'Afrique, actuellement, je remercie le Cameroun. Le Cameroun est en train de livrer tout le monde. Même nous tous, on est en Amérique ici. On est aux États-Unis, on est partout dans le monde d'Europe. C'est le Cameroun qui tient le flambeau de la libération. Mon dernier point que je voulais demander à les doyens, vous avez oublié quelque chose, de mettre une politique panafricaine
je reviens sur ça, hier j'ai parlé de ça, il faudrait que vous mettez quelque chose en place pour que tout le monde, et puis vous allez faire des conférences partout. On pouvait inviter Pasteur Fanga ici, on peut inviter le doyen. Cibler tous les capitales, vous créez quelque chose, vous mettez en place. Tout le monde va contribuer. Vous pouvez avoir les déplacements et puis sensibiliser nos frères. Maintenant, il est temps de ne pas... Vous avez beaucoup sensibilisé. Il est temps maintenant de sortir. Vous pouvez animer des conférences dans le monde entier. Vous mettez une structure en place et tout le monde va contribuer. Et les médias, les Afrique Médias, regardez les journalistes ce qu'ils font. Il est jeune comme nous. Il est jeune comme nous. Ils pouvaient aller danser aussi dans les trucs. Mais c'est la génération qui mettait quelque chose en place. Nous tous, on va contribuer. Nous tous, on est en Amérique. On est combien? Hein? Parce que les pasteurs, quand ils peuvent voyager dans le monde entier, regarde, c'est qu'ils ont fait le combat depuis des années. Regarde le doyen, depuis des années. Et il y a d'autres maintenant qui veulent voler le victoire. Il faut mettre quelque chose en place. Vous mettez quelque chose en place. Nous tous, on va contribuer. Et vous allez cibler tous les capitales. Je vous remercie beaucoup. C'est donc que vous disons merci pour votre contribution dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité, consacrée notamment à ce sommet du G7 ouvert ce jeudi 13 juin 2024 du côté de l'Italie avec la participation de quelques chefs d'État africains. On parle bien sûr du président algérien Abdelmadjid Tebboune, kédien William Ruto, tunisien Kais Saied ou encore du président en exercice de l'Union africaine, président de la Mauritanie Mohamed Ould Ghazouani. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Oui, je suis M. Mabiala, je disais. Mabiala Stel, j'appelle depuis le Congo-Brazzaville. Je voulais intervenir sur le sujet du soir. Bon, pour moi, je disais que normalement, ce n'est pas à nous Africains, d'aller vers le G7. Parce que si nous voyons bien, c'est le G7 qui a besoin de nos ressources. Mais c'est à eux, normalement, de se déplacer et venir vers nous. Ce n'est pas à nous d'aller vers le G7. Parce que nous sommes détenteurs de matières premières. Et c'est quand même injuste que nous qui sommes détenteurs de matières premières, que nous puissions nous déplacer chez ceux-là qui sont dépourvus de matières premières. Vous voyez-vous? Donc, aujourd'hui, là, nos dirigeants doivent savoir s'imposer sur la scène internationale, savoir dire non à l'hégémonie européenne, à l'hégémonie occidentale. Parce qu'aujourd'hui, là, si ils veulent imposer, nous, comment dirais-je, on a ce pouvoir-là d'imposer les sanctions au niveau des Occidentaux. Parce que les matières premières, vous êtes d'accord avec moi que ça ne pourrit pas. Ça ne pourrit pas. Et nous aurons toujours des personnes qui seront à même de venir chercher les matières premières en termes gagnant-gagnant avec nos dirigeants et nos pays. Voilà ma contribution. Vraiment, je salue les panélistes et tout le monde sur le plateau. Vraiment, je vous remercie. Merci. Merci à vous, Monsieur Mabiala. Depuis le Congo, Brazzaville, merci pour votre contribution. Nous restons au standard. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô, bonsoir, oui. Vous vous appelez comment? Oui, moi, c'est toujours M. Faye, depuis la Côte d'Ivoire. Bienvenue à vous, M. Faye. D'accord. La question que moi je me pose, c'est qui a besoin de qui? Et j'ai bien aimé l'un de nos prédécesseurs qui a dit, il faut inviter le pasteur. Il faut inviter le pasteur pour que la vérité éclate. L'humanité tout entière va savoir la vérité que vivent les Africains, que vit l'Afrique. Le G7 jouit et profite de tout ce qui est bien de l'Afrique. Et ceux qu'ils ont invités là, c'est juste pour leur dire, calmez-vous, on va bouffer encore. Calmez-vous, on va voler encore. Calmez-vous, on va piller encore. Certes, on pensera à vos amis, à vos cercles de connaissances, à ceux qui vous suivent. Mais le peuple va continuer de souffrir. Et ne dites rien surtout. Ne dites rien. Soyez nos partenaires, soyez nos amis.
on va vous protéger. Voici ce qu'ils s'en vont faire au G7 là-bas. Ceux qu'ils ont invités là, c'est ce qui va se passer. Quand ils vont revenir, ils vont donner de gros marchés au G7. Quand ils vont revenir, ils vont brimer leur population. Quand ils vont revenir, on va continuer de pleurer. Qu'est-ce qu'on peut attendre du G7? Qu'est-ce que les G7 passés ont produit pour qu'on puisse croire en ce G7 encore? Ce G7-là, c'est une redite. C'est pour encore maintenir l'Afrique sous domination occidentale. C'est tout. Ils vont signer des papiers pour dire que laissez-nous vous dominer encore. Et les présidents qui sont partis là, ils vont dire oui, on est d'accord avec ça. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, merci aux doyens et merci aussi aux pasteurs et à tous les panélistes. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci pour votre contribution. Nous restons au standard pour cette thématique qui passionne décidément au regard justement des enjeux. Les enjeux de la participation de nos dirigeants africains à ce sommet du G7 ouvert ce 13 juin 2024 du côté d'Italie. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Vous vous appelez comment? Allô? Oui, monsieur, bonsoir à vous. Allô? Marc, monsieur Marc, bonsoir à vous et bienvenue. Allô? Alors, est-ce que vous nous recevez, Marc? Bonsoir à vous et bienvenue. Allô? Oui, Marc, nous vous recevons. Allez-y, vous êtes en direct. Bonjour, monsieur Nguéné. Je voudrais dire bonjour au pasteur Fanga et à monsieur Patient Ndom et à mon frère qui est aussi en France. Ce que je voudrais dire, c'est que la seule possibilité de pouvoir se libérer, il faut aujourd'hui avoir notre monnaie. Vous voyez, est-ce qu'il y a un pays francophone qui a été invité? Non. Il y a seulement que l'Afrique du Nord et un homme de l'Afrique de l'Est. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans la zone CFA ne sont pas considérés. Et c'est là-bas, c'est le pillage de deux côtés, par la monnaie et nos ressources. Donc, ce que nous devons faire, c'est que nous devons aujourd'hui entourer nos trois leaders qui sont dans le Sahel afin de créer notre monnaie. C'est tout. Une fois la monnaie créée, à ce moment-là, ces gens-là vont nous considérer. Ça fait un. Deuxièmement, ils ont besoin de ressources énergétiques. Même ils ont besoin de l'eau. L'eau est aujourd'hui vitale pour les pays d'Europe. L'eau est complètement polluée par tout ce qu'il y a comme produits qu'ils prennent pour faire soit l'élevage ou l'agriculture. Donc, ce que nous devons faire, c'est que nous devons préserver nos ressources, nos ressources minières et aujourd'hui l'eau qui est importante. Ce que nous devons faire, c'est cela. Donc, nous devons aller vers, d'abord nous armer sur le continent, surtout l'Afrique noire. L'Afrique noire, il s'appuie aujourd'hui sur les pays arabes, c'est-à-dire les pays méditerranéens, pour aujourd'hui nous brimer encore. Donc ce que nous devons faire, c'est aujourd'hui protéger nos ressources, parce que l'Afrique noire a plus de ressources que tous les autres, toutes les autres parties du continent. Donc ce que nous devons faire, c'est cela. Ça fait un. Ça fait deux. La troisième chose dont je voudrais appuyer dessus, c'est que il ne faut plus que nous puissions aller à ces genres de rencontres. Que nous devons nous unir d'abord avant de partir. Même si l'Afrique noire, nous pouvons envoyer une seule personne aller à ces rencontres-là sur tous les pays se réunissent et ils disent que soit c'est le Togo qui nous représente, voilà, ou bien c'est la Côte d'Ivoire qui nous représente, ou bien c'est le Mali qui nous représente, c'est tout. Parce que si nous ne prenons pas ce genre de décision, où chacun va par-ci, par-là, ou bien le président de l'Union africaine s'en va, tout ça, c'est du pipeau. Donc, il y a des grandes décisions à prendre, il faut être radical. Vous voyez, et ils font tout par la radicalité. Donc nous aussi, nous devons vivre dans la radicalité. Donc c'est ce que je voulais dire ce soir. Je voudrais remercier le sage Patient Ndom pour tout ce qu'il fait.
et remercier aussi le pasteur Fanga. Merci. Merci à vous, Marc. Merci pour votre contribution. Nous restons au standard, toujours aux côtés de nos invités. Sur le plateau en présentiel, André-Christelle Fanga, patient parfum d'homme, ou encore Jacques Monombo en direct de la France. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô, bonsoir monsieur, vous vous appelez comment? Bon, moi c'est monsieur Jean Blé. Oui, j'appelle de la Côte d'Ivoire, précisément de Kounfao, dans la région du Gontougoa. Voilà, moi j'aimerais intervenir sur le sujet. Voilà, il faut dire que cette organisation qu'on appelle le G7, c'est juste, les patrons des pays africains qui vont voir, ils vont juste saluer les patrons au fait. Ils vont juste saluer les patrons pour partager le gâteau. Sinon, moi, je ne vois rien parce que même quand ils vont voir, ils vont à ces gens de réunion, quand ils reviennent, on voit même pas la répercussion sur le vécu des populations, en fait. Donc, on se demande toujours, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Ils vont chercher quoi là-bas? Parce que notre sous-sol est riche. Normalement, ce sont eux qui doivent venir vers nous. C'est pas nous, on doit aller vers eux. Souvent, c'est déplorable, au fait. Depuis que nous, on est petits jusqu'à on a vieilli, on constate que nos présidents n'ont pas encore pris conscience de ce que aujourd'hui, c'est nous qui avons la force, c'est nous qui sommes en position de force et que ce sont eux qui doivent venir vers nous. C'était juste ma contribution. Je salue le doyen patient parfum d'homme et M. Nguéné. En tout cas, recevez ma salutation. Vraiment, merci. Merci à vous, merci pour votre contribution, pour vous qui appeliez entre autres depuis la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on va tout d'abord revenir sur le plateau, certainement rebondir sur les réactions de téléspectateurs patients parfum d'homme. Vous les avez écoutés, tous sont unanimes. Il n'y a rien à attendre de ce sommet. C'est une évidence. Mais une chose, c'est de faire le constat. Et ce constat, Baudelaire Nguéné, je peux vous l'assurer, vous viendrez d'année en année refaire le même constat. Si nos mentalités restent en état. J'ai l'habitude de dire depuis des années que les Africains sont comme des gamins qui ont les poches bourrées de diamants et qui sont affamés. Affamés parce qu'ils ne prennent pas conscience du fait qu'ils sont riches. Nous sommes riches, nos pieds, nous marchons sur des richesses. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer, n'est-ce pas, ces richesses que nous avons en capacité pour donner le bien-être à nos populations? Il y a donc des choses sur lesquelles on ne triche pas. Il faut qu'on s'organise mieux. Il faut que nous puissions avoir sur le plan financier et monétaire une véritable souveraineté. Si vous voulez faire une petite exportation de mines, M. Ngoné, et que vous n'avez pas vos propres banques, vous allez faire comment? La plupart des États qui sont là dans ce G7, c'est eux qui sont les gros actionnaires et de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Je prends seulement cet exemple court. Tous nos pays, pratiquement, vont faire la manche. Contractent des emprunts auprès justement de ces institutions de Bretton Woods. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre en place une véritable réflexion qui va déboucher sur les politiques qui vont justement faire le contre-pied de cette situation-là qui ne bouge pas? Il faut que cette situation-là bouge. Et pour qu'elle bouge, il faut effectivement que nous ayons des gens qui commencent à réfléchir en termes de comment on va faire pour protéger les intérêts africains. Nos sous-sols sont riches. On a de l'or, on a du diamant, on a du pétrole, toutes les richesses que vous pouvez indiquer. Mais comment on va financer le financement pour les exporter et les mettre sur la place du marché international et les vendre? Nous sommes encore obligés de recourir à leur banque pour faire la manche. C'est ça l'enjeu central. Et il y a des réflexions qui sont menées. Je pense au ministre Koyabele de Centrafrique qui commence à mener une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire. D'autres pensent par les crypto-monnaies. Est-ce que c'est une voie?
Est-ce qu'il n'est pas bon que maintenant que certains États, je vois le gars de l'AIS avec d'autres États, se mettre ensemble pour créer une véritable banque qui va se lancer dans la prospection. Déjà, si vous réussissez à faire de la prospection avec des trucs avérés, pas comme ça en l'air, vous pouvez les mettre sur le marché international en disant voilà ce que nous avons déjà comme actif de notre sous-sol qui vient pour dealer avec nous. Mais même ça, il faut un financement. Et les autres que vous avez vus là, ils ne vous donneront jamais l'argent pour faire ce boulot. Donc, il faut que nos économistes, au lieu de continuer à bavarder sur les vertus de franc CFA, réfléchissent sur ces axes-là. Maintenant, hier, j'ai interpellé la diaspora. Parce que qu'est-ce que je vois? Je me rends compte que nos diasporas ne prennent pas conscience de leurs responsabilités dans le décollage économique de notre continent. Regardez les Indiens. Aujourd'hui, ils sont devenus un pôle sur le plan médical extrêmement important parce que leurs diaspora ont agi. Ils se sont organisés, ils ont donné des bourses. Sur le plan même de la recherche, sur le plan informatique, aujourd'hui, ils sont capables de concurrencer aujourd'hui la Silicon Valley. Ce n'est pas pour rien. Regardez les diasporas juives. C'est eux qui font la force d'Israël aujourd'hui. Sur le plan financier, ils maîtrisent pratiquement tous les circuits financiers du monde. Quelques pays africains ont commencé par des biais de balbutiement, parce que quand vous regardez par exemple la diaspora éthiopienne, il faut le dire, allez aux États-Unis, regardez tous les free shops, ils sont détenus par des Éthiopiens pratiquement. Dans le transport des taxis dans les grandes villes comme New York, allez voir le poids de la diaspora éthiopienne. Sur les distributions de carburant, ce que vous appelez les marketeurs, mais les stations-service, ils sont pleins là-dedans et la plus-value, ils la réinjectent dans leur propre pays. Ici, chez nous, nos diasporas ne veulent pas s'organiser suffisamment et correctement pour aller dans ce sens. Au contraire, nos diasporas se sont tribalisés, c'est-à-dire que chacun parle maintenant que oh, c'est mon ethnie qui est la plus puissante, oh, c'est mon ethnie qui est la plus forte. Comment on va faire avec les pareils comportements si on veut vraiment lutter pour le véritable décollage économique de notre continent? Il faut une meilleure organisation. Il faut une meilleure organisation. Sans organisation, nous ne pourrons absolument rien faire. Mais pour qu'on soit capable de s'organiser, il faut prendre conscience des enjeux. Et ils sont terribles. Ils sont terribles. Regardez un pays comme l'Indonésie. Là où je vois que la Thaïlande commence à toquer à la porte pour rentrer dans le G20, dans les BRICS. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons quoi? Nous sommes divisés. C'est une espèce de disparité même intellectuelle dans laquelle nous nous trouvons. Nous ne comprenons pas que les enjeux ne peuvent plus être de l'ordre du village. Ils sont de l'ordre des pays, ils sont de l'ordre des sous-régions, ils sont de l'ordre du continent. C'est là qu'il faut aller travailler maintenant. Alors pour notre ami qui nous demande de faire le tour du monde pour parler à nos compatriotes qui sont à l'étranger. Soutenu par la diaspora. Mais je désigne M. Nguéné comme... je vous le dis. Non, je vous désigne comme... il est là, hein. Contactez le Baudouin Nguéné et on verra comment ça va se passer. Mais bon, pour la France, j'espère que Fanga n'aura pas de visa. Cela ne va pas vous étonner non plus. Voilà. Bon, donc voilà. Le DP aussi ne rêve pas. La France n'est pas une destination de rêve pour vous aussi. Non, je l'ai toujours dit. C'est évident. Moi, je voulais juste embrayer dans... Rapidement, parce que très rapidement, Christophe qui est au standard très rapidement, en disant, le doyen a un projet qui émerveille toute l'Afrique, c'est-à-dire l'unité politique de l'Afrique. C'est l'élément central de notre souveraineté, de notre liberté. Parce que si nous allons en rang dispersé à la bataille du monde, nous ne pouvons rien réussir. Et je vous ai dit, en Afrique, il y a par exemple un projet que j'aime bien citer. En RDC, le projet Inga, c'est-à-dire le projet du barrage de Inga qui est capable de produire de l'électricité pour toute l'Afrique. Alors, si on est électrisé, c'est-à-dire on a de l'énergie sur tout le territoire africain, comment on ne va pas s'industrialiser? C'est normal qu'il nous envoie Enéo. Voilà. Alors, Christophe, nous avons été coupés lors de votre première intervention. Je pense que là, la communication a été rétablie et elle est de bien meilleure qualité. Vous réagissez depuis le Bénin. Alors, Christophe, est-ce que vous nous recevez?
D'accord. Ok, d'accord. Ce qui me... Cher Nguéné, c'est le problème de, comment on appelle, de nos présidents là. Comment se fait-il que Zelensky a été invité au même moment à ce même sommet et que déjà on a presque mobilisé 50 milliards. C'est un vol qu'on a pris sur l'argent des Russes, lui donner. Et alors que nous, nos présidents vont là-bas pour revenir avec 0 francs. Au pire encore, c'est des présidents même qui sont prêts pour 10 millions d'euros. 10 millions d'euros qui vont courir, oublier le combat panafricain que nous menons. C'est ça, moi, qui m'attriste. Parce que quand on voit la chose, s'il n'y a pas gagnant-gagnant, les BRICS nous proposent quoi? Des sommets gagnant-gagnant. Sommet Russie-Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est senti en famille. Mais dites-moi, qui va prendre la parole parmi tous ces gens invités là-bas là? Personne. Parce qu'on ne va pas leur donner le temps de dire ce qu'ils ont à dire. Non, personne. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on va dilapider les biens de l'État pour aller à ces gens de sommet? C'est pour faire quoi? Chers panélistes, excusez-moi pour j'aimerais avoir une réponse à cette question. Où en est-on avec le projet Sango, dont Touadéra a pris devant et tout le monde entier, même y compris les délégations arabes, ont applaudi. Comme me disent que l'Assemblée a bloqué, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais depuis là, qu'est-ce qui s'est passé pour que le projet soit au point mort et qu'il décide maintenant d'aller à la mendicité? Je sais que ce n'est pas le débat du jour, mais c'est quelque chose vraiment, on a besoin de comprendre. Pourquoi enterrer ce bon projet et aller maintenant à la mendicité au gain facile? Alors que ce qu'ils demandent, 10 millions, c'est quoi? C'est des moqueries. 10 millions, c'est des moqueries. L'Ukraine qui est là-bas, qui ne fout rien, ça dit qu'on demande des milliards. Quand on veut parler en termes de chiffres, c'est des milliards. Et 10 millions pour le Sénégal aussi, pour sécuriser et mettre une barrière avec la frontière Mali. Et ils acceptent comme ça. Mais comment? Je pense que Christophe est parti. Merci à vous. De toutes les façons, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Vous n'êtes pas au Bénin, mais plutôt au Togo. Merci à vous, Christophe, pour vos interventions. Mais peut-être rassurer déjà notre téléspectateur, le projet Sango n'est pas mort. Patient parfait d'homme. Loin de là. Le projet Sango n'est pas mort, évidemment. Mais je continue de dire que pour qu'un projet comme cela prospère, il faut qu'il soit une initiative sous-régionale. La République centrafricaine, elle tout seul, ne peut pas porter ce projet. Et n'oubliez pas que nous avons nos amis, parce que quand vous lancez un projet comme celui-là, vous parlez de G7, mais il y a aussi, par exemple, le club de Davos, qui se tient de manière régulière. Ils mettent toutes les batteries en marche pour lancer une contre-attaque et annihiler cette possibilité, n'est-ce pas, de déclencher un processus comme celui-là. Donc la Centrafrique, je dis que c'est tout petit, comme je ne sais pas si vous ne comprenez pas ça. Ils ne peuvent pas. Moi, j'étais en Centrafrique. Même l'argent, on m'a montré, voici notre argent qu'on veut créer. Mais comment on peut faire si nous n'avons pas la sous-région avec nous pour décoller? La Centrafrique, à elle toute seule, ne pourra pas. Il faut seulement mettre les cartes pour que les gens voient très bien. Quelqu'un nous avait proposé ça ici pour que les gens comprennent. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que, malheureusement, la question de rapport de force, il n'est pas que militaire, il est aussi économique. Voilà. Voilà. Et vous savez que quand la BEAC est là, il y a les instructeurs français, il y a les financiers français qui sont là, qui vont vous dire que mais non, le gouverneur de la BEAC ne dépend pas seulement des États africains, mais dépend aussi, n'est-ce pas, du réseau financier, n'est-ce pas, du FMI et de la Banque mondiale. Donc, vous ne pouvez pas faire prendre une initiative dans une zone comme celle CEMAC, n'est-ce pas, sans être au moins avec 3 ou 4 pays, n'est-ce pas, de cette zone-là, en fait la moitié, n'est-ce pas, de cette zone-là pour sortir et décoller. Pourquoi pas de toute la sous-région? De toute la sous-région, pourquoi pas même de 2 sous-régions, de la CEAC, pourquoi pas même de la moitié de l'Afrique? C'était notre débat, la fameuse fusion CEMAC-CEAC. Au standard, nous avons quelqu'un d'autre qui nous rejoint à l'instant. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir For You Télévision, bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de For You, bonsoir Patient Parfait d'Homme, bonsoir à mon très cher frère, M. Nguéné, journaliste engagé pour la lutte panafricaniste. Bonsoir à tous les autres.
est toujours câblé sur Foyou. Monsieur Nguéné, avant tout propos, permettez-moi de me réjouir de la cabale politique en France, de tous les politiciens qui ne savent plus où donner la tête. Certainement, le peuple a commencé par se réveiller et la paix a changé de camp. Merci aux panafricanistes de la diaspora. Merci pour tout le travail que vous faites. Tous les peuples du monde se réveilleront et rejoindront très certainement le combat de l'Afrique. Lorsque j'ai fini de dire ça, M. Nguéné, moi je suis très fier que notre chef d'État, le professeur, soit invité au G7, parce que tout simplement, ils savent très bien la dynamique et qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire dans le monde sans nous. Aujourd'hui, hier, la seule alternative, c'était le monde unipolaire, centré sur l'anthropophagie, le et les assassins. Aujourd'hui, surtout avec le bouleversement international, avec du bloc de l'Est, du bloc de Britanniques. Donc, ne vous inquiétez pas, nous avons pleinement et entièrement confiance au président. Difficile, vraiment difficile de pouvoir écouter ce que vous dites, Monsieur Sidi. Vraiment, nous sommes obligés de vous interrompre parce que là, on a vraiment du mal à recevoir ce que vous dites. Difficile justement de pouvoir vous écouter. Mais je pense qu'on revient provisoirement pour fermer définitivement, bien sûr, la première thématique autour justement de nos invités. Je pense qu'il nous reste encore 15 minutes. Par là, nous avons une deuxième thématique que nous allons aborder rapidement, mais tout simplement relever qu'à côté, bien sûr, des chefs d'État africains, on note également la présence, ou du moins la participation d'autres chefs d'État sur invitation, le président brésilien par exemple, le président argentin, Javier Milei, président donc de Scotty. Nous avons entre autres Abdallah II de Jordanie, le président émirati Mohamed Ben Saïed, le président ukrainien, vous l'avez d'ailleurs relevé tout à l'heure, l'un de nos téléspectateurs l'a dit, Volodymyr Zelensky invité également à ce sommet du G7, à cela notamment s'ajoutent des représentants des Nations Unies, de l'Organisation de coopération et de développement économique et de la Banque africaine de développement, tout comme le Fonds monétaire international ou encore la Banque mondiale. Messieurs, parlons cette fois, bien sûr, la deuxième thématique de ce soir consacrée à l'installation d'une base militaire russe du côté du Niger. De toutes les façons, Niamey, plus que jamais favorable à l'installation d'une base militaire russe à part entière sur son sol, annonce faite notamment par le consul honoraire de la Fédération de Russie en République du Niger, Ado Hiro, qui souligne que Niamey est confronté notamment à de graves défis en matière de sécurité et que la présence d'une base militaire russe contribuera à stabiliser la situation et à protéger les civils du pays contre les attaques terroristes. Selon lui, le déploiement de la base militaire russe constituera, entre autres, une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales et la garantie de la sécurité en Afrique de l'Ouest de façon générale. Jacques Bounumbo, cette première question, cette base militaire russe peut-elle justement avoir un impact positif dans un avenir proche du côté du Niger, compte tenu déjà de cette coopération bilatérale qui existe entre la Fédération de Russie et la République du Niger, avec notamment l'arrivée du côté de Niamey des instructeurs russes depuis la dénonciation de certains accords de défense et de coopération avec notamment la France ou encore les États-Unis. Bien évidemment, M. Nguéné. Déjà, il faut juste remarquer que la présence russe, depuis que la présence russe se trouve sur le sol du Niger, on voit très bien que l'économie du Niger est en train de bien se porter. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Il suffit juste de regarder un peu les statistiques et tout. Vous allez voir que aujourd'hui, l'économie du Niger est en train de bien se porter parce que lorsqu'il y avait la présence française sur le sol du Niger, on constatait que le Niger figurait parmi les pays les plus pauvres du monde. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, avec la présence russe, on voit très bien que l'économie du Niger est en train de bien se porter parce que le Niger est pratiquement la deuxième économie de l'Afrique. Et on voit très bien qu'il y a un fort pourcentage en ce qui concerne le PIB. Donc d'ici 2024, d'ici fin 2024,
ce pourcentage-là va atteindre 10,6%. Vous voyez très bien. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même un impact positif du fait qu'il y ait vraiment cette coopération bilatérale avec la Russie. D'autant plus que la Russie est en train de donner un coup de main voilà, au Niger pour sécuriser son territoire. Et comme j'aime à le dire, hein, c'est-à-dire que la Russie aujourd'hui, sa présence est non seulement salvatrice, mais ce n'est pas la Russie qui s'est imposée pour venir, pour venir s'installer en Russie. Aujourd'hui, la Russie est venue au Niger tout simplement parce que la Russie a été conviée par les dirigeants nigériens. Donc, c'est différent avec d'autres puissances occidentales qui étaient là, par exemple. Je vais parler ici de la France et des États-Unis. Donc, aujourd'hui, voilà, on est tout à fait content parce qu'on voit que les résultats se font voir et que l'impact est tout à fait positif. Et je pense qu'à long terme, voilà, cette coopération bilatérale va apporter vraiment des bons fruits et tout le reste. Mais ce qu'il faut souligner ici, c'est que, comme j'aime à le dire, la liberté de l'Afrique ne va dépendre que des Africains eux-mêmes. En fait, aujourd'hui, personne ne va venir en Afrique pour dire que, bah, écoutez, vous devez vous libérer et que vous devez faire ceci ou faire cela. Non. Tout va dépendre de l'Afrique. Il y a 30 ans, pratiquement, les Chinois étaient des objets d'acerbe critique. Un Chinois, c'est celui qui devait manger son bol de riz à longueur de journée. C'est quelqu'un qui ne comptait pas. Il était considéré comme un être humain inférieur, surtout ici en Occident. Mais aujourd'hui, on voit très bien que les Chinois ont travaillé. Et aujourd'hui, on parle plus de chinoiserie. Parce que les Chinois ont compris qu'il fallait s'imposer, il fallait travailler. Mais les Chinois n'ont pas travaillé en vase clos. Effectivement, ils avaient des partenaires. Ils avaient les États-Unis, ils avaient la Russie, ils avaient etc. Et tout. Ils avaient aussi les pays africains. Donc, le plus important, c'est ce que vous devrez faire. Est-ce que vous avez des dirigeants qui sont patriotes? Est-ce que vous avez des dirigeants qui sont capables de défendre les intérêts de vos pays? C'est ça le véritable problème. Donc aujourd'hui, je fais confiance aux dirigeants du Niger parce que depuis qu'ils ont pris le pouvoir, depuis qu'ils gèrent la transition, on ne fait que voir des bons résultats. C'est des gens vraiment qui se soucient d'abord de leur pays, mais aussi de l'Afrique tout entière. Donc je me dis qu'au moment opportun, la Russie finira par partir. D'ailleurs, les cas de ce genre se sont déjà déroulés dans l'histoire de l'humanité. Vous allez voir ici en France, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Français, sous De Gaulle, avaient fait appel aux militaires américains et canadiens, et dès que la guerre avait pris fin, De Gaulle avait demandé à ce que les Américains et les Canadiens puissent libérer le sol français en 1966. Donc je pense qu'au moment opportun, les Nigériens vont faire à ce que, c'est-à-dire leurs autorités, pourraient aussi dire aux Russes, écoutez, en ce moment-là, nous avons maintenant un peu notre autonomie, nous pouvons gérer maintenant notre propre sécurité, vous pouvez partir et puis voilà. Mais ce qu'il faut marteler, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, comme le disait le doyen Parfait-Norme, en fait, tous les peuples du monde ont subi des coups durs. Tous les peuples du monde ont connu des douleurs. C'est le cas typique des Juifs. Aujourd'hui, c'est la diaspora juive qui a fait à ce que l'État d'Israël puisse exister, à travers son leader qu'on appelait David Ben Gurion. Donc ce sont les Juifs de la diaspora qui ont mis les moyens en place pour pouvoir créer cet État de l'Israël qui existe aujourd'hui. Et ça existe il n'y a pas très longtemps, à peine à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1948. Les gens ont travaillé, ils ont mis les forces ensemble et ils ont compris qu'il fallait mettre en place des bons projets politiques pour que le pays puisse avancer. Les Africains sont en train de tarder, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, nous n'avons pas un temps infini pour réfléchir. Et je pense que le moment est arrivé pour que les Africains puissent se mettre ensemble. Pour sortir. Ouais, je vais sortir par là, M. Guédé. Vous savez, le général Simon Bolivar de l'Amérique du Sud, celui qui avait libéré l'Amérique du Sud, Simon Bolivar avait convoqué le congrès de Panama en 1826. Il avait dit aux pays de Sud-Amérique que nous sommes tous espagnols, nous avons été colonisés par les Espagnols, nous parlons tous espagnol, à l'exception du Brésil qui parle un peu portugais et tout, mais nous sommes tous frères, nous sommes riches, on a le pétrole, on a le diamant, on a des fleuves, on a des pâturages, on a tout ce qu'il faut. On est même plus riches que ceux des États-Unis d'Amérique du Nord. Faisons donc la fédération des pays de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. Mais tu sais qu'après, au sortir de ce congrès de Panama, pour des raisons peut-être d'ego, pour des raisons ethniques, pour des raisons qu'on ne sait pas trop, ce projet n'avait jamais abouti. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, c'est un projet qui avait été infiltré par des observateurs britanniques, hollandais, et les Américains aussi avaient envoyé leurs observateurs et tout le reste. Et aujourd'hui, vous voyez très bien, à l'exception du Brésil, mais tous les pays de l'Amérique du Sud piétinent. Et vous connaissez très bien l'histoire de Hugo Chavez. Quelle était sa fin? Donc, aujourd'hui, nous ne devons pas louper cette opportunité-là de nous mettre ensemble.
nous devons nous décider, savoir qu'il n'y a que la fédération qui va nous libérer. Et nous avons besoin de changer de paradigme. Et le changement de paradigme, c'est le panafricanisme. Et nous avons besoin d'un idéal. Et notre idéal, mais c'est la fédération des États africains. Alors, l'installation d'une base militaire russe au Niger, finalement, l'aboutissement heureux d'une relation de coopération qui jusqu'ici ne déçoit aucune des deux parties. Bon, je pense qu'au vu de la situation aujourd'hui, les Américains sont en train de partir, les Russes sont en train de s'installer, les Français sont partis aussi. Donc, il faut quand même quelque chose pour justement sécuriser davantage le Niger. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que l'Afrique commence à avoir des coopérations, à prendre des décisions, d'avoir des partenaires vrais. Et c'est pour ça que le cas centrafricain nous a démontré qu'on peut avoir des partenaires vrais, c'est-à-dire les instructeurs russes qui sont arrivés en Centrafrique en quelques mois, en quelques années, ont sécurisé Bangui, alors qu'il y avait des opérations Sangaris, il y avait des forces françaises installées dans le territoire qui n'ont rien fait. Donc, vous voyez que ça permet quand même, n'est-ce pas, au Niger de respirer. Et depuis le départ des Français du Niger, le Niger respire. Il y a quand même une évolution, il y a quand même des choses qui sont en train d'avancer, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut une véritable structuration de notre Afrique et des projets communs. Parce que vous voyez un peu ce qui se passe entre le Niger et le Bénin. Oui. Par rapport au pétrole du Niger, par rapport à cet oléoduc, n'est-ce pas, où on ferme aujourd'hui, où on kidnappe les Nigériens au Bénin, on les enferme et on dit bon ok, on va trouver une solution. Donc vous voyez qu'il y a des projets qu'il faut véritablement que nous trouvons des partenaires solides, alors que les Chinois sont allés négocier avec les Béninois pour le transport. Mais Talon, comme il est commandé, n'est-ce pas, depuis l'Occident, de dire que non, il faut continuer à mettre la pression sur ce projet-là. Donc vous voyez qu'il faut véritablement qu'on trouve de l'équilibre, n'est-ce pas? En fait, c'est l'équilibre de la terreur, hein, parce que ce que vous voyez là, c'est l'arrivée d'une base militaire russe, c'est pour faire l'équilibre de la terreur, parce que les Français ne sont pas totalement partis. Ils sont allés dans la maison d'à côté. Les Américains aussi sont en train de trouver des voies et moyens comment s'éparpiller et s'installer tout autour des États de l'AES, un peu de partout. Donc, vous voyez qu'il faut véritablement avoir ce parapluie-là qui est militaire, qui peut permettre, n'est-ce pas, une exploitation véritable, n'est-ce pas, bon, j'ai appris quand même aussi qu'il y a de ces temps-ci, Orano a envie de reprendre les exploitations encore d'uranium, n'est-ce pas, qui sont au Niger. On espère que ce n'est pas vrai. On espère que ils n'ont pas encore redonné, n'est-ce pas, la confiance à cette société française-là qui a plongé. On peut le faire éventuellement. Écoutez, mais il faut que ces nouveaux contrats négociés, n'est-ce pas, puissent être vus au-dessus de tout le monde. Parce que nous ne pouvons pas batailler, n'est-ce pas, comme on entend, comme les autres téléspectateurs sont en train de dire partout dans le monde. Nous sommes en train de batailler pour que nos pays, nos États soient libres. Il ne faut pas que maintenant, derrière des conventions, des choses vont être signées sans que nous ne soyons plus au courant. C'est après 2 ans, 3 ans, 5 ans qu'on va commencer à encore reconstater, ou bien les pleurs vont commencer. Bon, on va commencer à dire que non, il faut encore retourner où nous avons déjà cru qu'on avait gagné. Donc, véritablement, qu'on essaye, n'est-ce pas, de se solidifier, qu'on ait un mental. Je pense qu'aujourd'hui, l'Africain a besoin d'une chose. Ou bien, il faut d'abord une révolution spirituelle. En dehors de la révolution spirituelle, vous savez, beaucoup sont prisonniers spirituellement. Quand je parle de prisonniers spirituels, vous pouvez comprendre. Vous connaissez la loi des 4 F que j'ai bien définie. La France, la franc-maçonnerie, le franc CFA et la francophonie. Quand vous êtes piégé dans ces 4 F-là, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous en sortir. Parce que si on ne se débarrasse pas de ces 4 F, et en premier d'abord la France, en deuxième la franc-maçonnerie, alors là, parce que tout ce que vous voyez là, tout est conçu spirituellement avant de l'implémenter naturellement. Et c'est ce que la plupart de nos États sont en train de subir aujourd'hui. Parce que la plupart de nos dirigeants ont été lobotomisés, la plupart de nos dirigeants ont été vampirisés, la plupart de nos dirigeants ont été embrigadés, n'est-ce pas, dans des cercles vicieux. Et je vous ai pris l'exemple. À l'Union africaine, le professeur Moukoko Mbonjo
est président de la commission de révision, je crois, des révisions de quelque chose là. J'ai oublié son titre qu'il occupe à l'Union européenne. Et vous savez que l'Église évangélique maintenant demande qu'il faut qu'il choisisse ou être franc-maçon ou être chrétien de l'Église évangélique. Pour sortir patient parfait d'homme sur la thématique, la nécessité d'une installation d'une base militaire russe du côté du Niger, êtes-vous de ceux qui se montrent favorables ou alors de ceux qui privilégient cette forme de coopération qui voudrait, oui, qu'on approfondisse certes ces relations de coopération sur le plan militaire, peut-être en mettant au devant de la scène des instructeurs russes, mais pas de base militaire sur le territoire nigérien? Une fois de plus, je réclame toujours des cartes pour que les gens voient très bien. Le Niger, c'est très grand. C'est très grand, sans oublier qu'il y a quand même des hyènes qui tournent tout autour depuis qu'ils ont décidé de prendre leurs responsabilités en refusant de continuer la coopération avec des partenaires qui n'ont pas démontré leur efficacité dans la lutte contre cette hydre qu'on appelle le terrorisme, qui est en train de saper complètement les ambitions légitimes de ce pays, mais surtout le Niger, ferait un décollage économique. Alors, il y a deux options que vous venez d'évoquer. La première, c'est d'avoir des instructeurs pour mieux booster, n'est-ce pas, vos capacités militaires. L'autre côté, c'est d'avoir une base militaire. La base militaire a ceci d'avantageux que, n'oubliez pas que dans le haut niveau d'un pays voisin au Niger, il y a quand même une grande base militaire de ce pays qui a été chassé au niveau du Niger. Donc quand vous avez une base militaire, vous avez des capacités d'actifs pour renforcer les capacités militaires de vos militaires, mais aussi le renseignement, l'écoute. C'est très important. C'est pour ça que j'avais été quand même un peu gêné. Je n'avais pas voulu en parler la dernière fois avec la reconduction pour quelque temps encore de la présence militaire aérienne allemande sur le sol nigérien, qui parle d'aviation, parle d'écoute. Il y a des communications. Et à partir de là, les communications peuvent être codées, elles peuvent dire tout et n'importe quoi, elles peuvent être, comment on dit ça, diffuses dans des messages qui vous semblent des messages tout à fait classiques, et on par là faire passer des choses qui peuvent être très compliquées. Donc, je crois que cette base militaire aussi va permettre au Niger d'avoir comme capacité d'écoute de ce qui se passe, de former les militaires nigériens à savoir utiliser ce matériel nouveau qu'ils vont acquérir auprès de la Russie. N'oublions pas que le gros de notre arsenal en termes d'armement venait de l'Occident. Quand vous allez maintenant prendre des armes du côté de la Russie, il faut une formation pointue, il faut l'entretien, n'est-ce pas, de ces chars, de ces missiles antimissiles, ça s'entretient. On ne les pose pas comme ça au désert et on disparaît. Il faut savoir les entretenir, il faut savoir les réparer en cas de difficulté. On voit l'armée ukrainienne aujourd'hui qui est en difficulté vis-à-vis de tous les chars Léopard, Abrams qu'on lui a donnés, parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils préfèrent les anciens chars de l'Union soviétique avec lesquels ils ont leurs habitudes. Donc il faut qu'on voit ces choses comme ça globalement, mais maintenant sur le plan géopolitique, je sors par là. Il y a un grand challenge au niveau de la bande sahélo-sahélienne. Et chacun, pour affaiblir la présence occidentale, il ne faut pas l'oublier, la Russie a décidé de prendre pied dans cet espace pour contrarier les plans hégémoniques de l'Occident sur notre continent. Donc, nous sommes là face à ce que j'appelle un allié objectif qui est la Russie, et à nous de pouvoir profiter de sa présence sur le sol africain pour que nous ne soyons plus totalement dépendants et qu'on ne continue plus de nous ressasser l'histoire de vous partez d'un maître à un autre. Oui. Il faut évidemment que l'Afrique profite de ce moment-là aujourd'hui pour muscler davantage ses capacités à la fois militaire, mais aussi de sécurisation de son espace. Merci à vous, patient parfait d'homme, André-Christophe Fanga. Jacques Monumbo, vous étiez également notre invité de cette émission du Point sur l'actualité, édition du 13 juin 2024. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Merci à la grande équipe de la réalisation. C'était l'avant-dernière de cette semaine.